Aujourd'hui, j'étais censée poster une vidéo habituelle sur ma chaîne, la fin du résumé du livre Le conflit n'est pas une agression, dont j'ai commencé à parler il y a 2 semaines. Mais en fait, c'est impossible pour moi là de produire du contenu habituel, normal, comme si de rien n'était, sans prendre clairement position et m'exprimer clairement sur ce qui est en train de se passer en France actuellement. C'est super grave et complètement ahurissant, et même en tant que Suissesse, en tant que Genevoise, je pense que ça vaut la peine en fait qu'on en discute ici. Avant qu'on vienne m'attaquer là-dessus, je préfère quand même me justifier un petit peu sur pourquoi je pense que c'est important qu'on s'exprime, même en n'étant pas sur le territoire français et même sans être française. Concernant Genève, la ville où j'habite et où je suis née, déjà il y a juste une question de géographie pure et dure, c'est-à-dire qu'en fait 80% des frontières qu'il y a autour de Genève touchent la France. On côtoie toute la journée des Français et des Françaises, en plus de ça on est dans la région de la Suisse où on parle français, la Suisse romande, donc forcément le contenu qu'on va consommer dans les médias, sur internet, enfin bref en général, est très influencé par ce qui se passe en France. Il y a une très forte porosité et on est, qu'on le veuille ou non, on est impacté par le contexte social et politique de ce qui se passe à nos frontières. Donc il y a la langue, il y a la géographie et il y a aussi tout simplement le fait que les violences policières, c'est quelque chose qui est connu dans plusieurs pays du monde. Ce n'est pas l'apanage des États-Unis comme beaucoup de personnes aiment le revendiquer et dire non, ça c'est que aux States que ça se passe. Non, ça se passe partout dans le monde. Les violences policières existent sur tous les continents du monde et ont chacune leur logique, leur fonctionnement, leur histoire, etc. Et la Suisse n'en est pas exempte. À titre d'exemple, là, il y a quelques semaines, même pas un mois, il y a eu le procès de 6 policiers au tribunal de Renan, donc près de Lausanne. 6 policiers donc qui étaient accusés du meurtre de Mike Ben Peter, qui est donc un jeune Nigérian de 39 ans qui a perdu la vie en 2018 suite à un contrôle de police ici en Suisse, et ce n'est pas le seul. Le procès vient d'avoir lieu, ils ont été acquittés et ça ne surprend personne, tellement maintenant c'est au clair pour la majorité des gens, le commun des mortels, que la police bénéficie d'une impunité, d'une immunité, presque on dirait d'une toute puissance, même si en théorie les flics ne sont pas censés pouvoir faire tout ce qu'ils veulent et ils n'ont pas tous les droits, et bref, normalement c'est cadré juridiquement, légalement, etc. Mais en fait tout se passe comme si ils pouvaient faire tout et n'importe quoi et ne jamais être inquiétés par d'éventuelles sanctions ou punitions. Ce qui est quand même assez paradoxal quand tu sais que la fonction première de la police, c'est de sanctionner et de punir. Bref, tout ça pour dire que peu importe que tu habites en France ou pas, que tu sois concerné par ces violences ou pas, en fait, c'est un problème de société globale. C'est super grave, en fait, ce qui est en train de se passer, si on l'inscrit dans le contexte plus général de ce qui se passe en France et plus largement en Europe et encore plus largement dans le monde. Effectivement, il y a de quoi s'inquiéter quand tu sais que y a l'extrême droite qui pullule à gauche à droite. Alors en réalité, elle n'a jamais disparu, hein, parce qu'il y a des gens qui parlent de montée des discours d'extrême droite, de montée du fascisme, etc. En fait, il a toujours été là, ces discours ont toujours été là, ces gens ont toujours été là, c'est juste qu'en fait, là tout d'un coup, il y a un paysage médiatique et social qui permet à ces personnes en fait d'être en roue libre totale, notamment dans les médias, et ça aussi j'aimerais bien parler plus tard dans la vidéo du rôle des médias dans la banalisation des personnalités d'extrême droite et des discours d'extrême droite en fait, parce que les médias sont complètement coupables du fait de banaliser ces discours absolument atroces. Bref, tout ça pour dire que non, c'est pas un événement isolé comme ça, une bavure, un dérapage ou quoi, non, ça s'inscrit vraiment dans une histoire, un contexte, une continuité, un système en fait que beaucoup de personnes dénoncent maintenant depuis plusieurs décennies et qu'elles n'arrêtent pas de crier sur tous les toits. Je pense aux penseurs, penseuses, intellectuels, activistes, militants, les personnes qui travaillent dans les associations, bref, peu importe, mais toutes ces personnes qui depuis des années disent en quoi elles sont déjà impactées, elles et la population auquel elles appartiennent, par l'extrême droite, par la violence d'État, par la violence policière, par la violence institutionnelle de manière générale. Et ces personnes-là, ça fait des décennies qu'elles disent à tout le monde qu'en fait, ça va déjà pas pour elles. Et on n'est pas censé attendre que ça nous touche, nous, en tant qu'individus, et par rapport à notre profil social, pour commencer à s'indigner. Bref, tout ça pour dire que dans cette vidéo, je vais dire des choses qui, en tout cas selon moi, vont de soi et sont acquises depuis maintenant un certain temps. Et j'espère que c'est ton cas aussi si tu suis mes vidéos depuis un bout de temps aussi, parce que sinon j'aurais vraiment l'impression d'avoir raté ma vie. Mais du coup, pour les personnes encore sceptiques, il va falloir qu'on revienne à des bases. Rappelons que le racisme est une oppression systémique, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans les rouages même des systèmes d'une société, dans ses institutions, l'hôpital, l'État, l'école, les médias, la police, la justice, etc. Donc c'est une discrimination qui s'inscrit dans les mécanismes même d'une société, comme le sexisme, comme le classisme, comme le validisme, etc. Ça fait maintenant très longtemps qu'on est au courant de l'existence du racisme et des milliards de formes que cette discrimination peut prendre, et
l'institution policière est un très bel exemple, est une magnifique preuve en fait du fonctionnement de ce système. En fait, globalement, la police, quel que soit le pays du monde d'ailleurs, son rôle c'est de mettre de l'ordre dans la société et de garantir la protection de la nation, du gouvernement, de la société en général. Sauf que la définition de l'ordre et de protection, c'est pas la même pour tout le monde visiblement. Parce que s'il s'agit de la sécurité et de la protection des personnes riches et blanches, là oui d'accord, mais pour le reste de la population, non pas tellement. Et donc comment on fait pour mettre de l'ordre et protéger une nation, un gouvernement, une cohérence sociale? Et ben on éradique les nuisibles. Comment? Bah en les foutant dans des prisons, c'est-à-dire en les isolant, en les mettant bien loin de la société normale et en les parquant dans des bâtiments pour qu'ils restent bien entre eux comme ça, là bien isolés, un peu comme on fait avec les migrants d'ailleurs, il y a un lien entre les prisons et les camps de migrants, mais ça on en parlera dans les prochaines vidéos. Bref, et du coup voilà, on les fout là, comme ça, ils sont loin de nous, la mer tout le tapis, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors oui, je te l'accorde, tu es un peu de mauvaise foi et provocatrice, mais c'est juste qu'en réalité, quand tu te penches vraiment sur qui est arrêté par la police, qui va en prison et pour quelles raisons, franchement, il y a de quoi se poser de sérieuses questions. Selon l'Observatoire international des prisons, en France, au 1er janvier 2020, on comptait plus de 49 000 personnes en détention. Et si on se penche sur les raisons des condamnations, c'est-à-dire pour quelles infractions, crimes, délits ces personnes ont été incarcérées, on se retrouve face aux chiffres suivants. 20,9% des personnes incarcérées le sont pour des infractions de vol, 7,4% le sont pour une atteinte aux biens, du coup qui ne sont pas des vols, j'imagine que ça doit être dégradation de biens matériels publics, etc. 18,2% de la population carcérale est détenue pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, 4,7% pour des atteintes à l'autorité de l'État, 6,7% pour des infractions routières, autres que homicide et blessures involontaires, 15,6% le sont pour des violences contre des personnes, 4,8% le sont pour un autre type d'atteinte à la personne, 10,7% le sont pour viol et agression sexuelle, et 9,9% pour homicide et atteinte volontaire ayant entraîné la mort. L'Observatoire reprend les chiffres directement de la direction de l'administration pénitentiaire française, donc tout ça tu le trouveras dans la description. Mais du coup, qu'est-ce que ces chiffres veulent dire? Ils veulent dire qu'en gros, dans la population carcérale française, environ 40% des personnes détenues ont représenté ou représentent encore un danger concret pour d'autres personnes, puisque c'est une atteinte à un moment donné qu'elles ont fait à quelqu'un qui les a menées en prison. Mais 60%, soit plus de la moitié, sont en prison pour des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le fait de représenter un danger pour autrui. Je répète, 60% environ des personnes incarcérées le sont pour des vols, des atteintes aux biens, des infractions sur les stupéfiants, des atteintes à l'autorité de l'État et des infractions routières. Ça veut dire que plus de la moitié de la population carcérale, concrètement, n'est pas dangereuse pour le reste de la population. Alors après, si tu penses que les dealers de shit sont un danger pour la population, là vraiment je peux plus rien faire pour toi à ce stade-là, vraiment, laisse tomber quoi, quitte la vidéo. Alors attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que les cartels, les gangs, les mafias et tout ça là, c'était pas dangereux et c'était pas grave. Moi je te parle vraiment des pauvres mecs qu'on va foutre en prison parce qu'ils ont une plaquette de shit sur eux, alors que mec, c'est pas Pablo Escobar, c'est bon, on va se calmer, tu vois. Mais bref, du coup, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces chiffres? Déjà que la majorité du temps, la justice, la police, la prison s'occupent en fait de condamner des personnes qui représentent un danger économique envers l'État. C'est-à-dire les gens qui ne vont pas déclarer tout l'argent qu'ils reçoivent, les gens qui vont faire du commerce illégal, les gens qui vont voler, etc. Donc ceux qui atteignent à l'économie de l'État. Et c'est vraiment drôle quand on y pense parce que du coup on incarcère ces gens sous prétexte qu'ils portent atteinte à l'harmonie sociale et tout machin, mais on va pas mettre en prison des députés, des ministres, des personnes politiques, des célébrités qui vont détourner des millions, voire des milliards par moment. Non, ça visiblement ça n'a pas autant d'impact. Tu comprends ? Et c'est sûrement pas parce que ces gens sont riches qu'ils vont pas en prison. Non. Bref, donc déjà on est dans un truc où plus de la moitié de la population carcérale ne représente pas concrètement de danger pour autrui. Et puis du coup, les 40% qui sont là parce que ils ont porté atteinte à quelqu'un physiquement, sexuellement ou peu importe, ou voire même qui ont fait des trucs très très graves comme des meurtres, des viols, etc. Ces gens-là, en fait, on pense que la solution, c'est de les foutre en prison et que c'est ça qui va les empêcher soit de recommencer, soit d'exercer de la violence. Comme si dans les prisons elles-mêmes, il n'y avait pas des cas d'agression, de violence. Enfin, en fait, c'est même pire. Ce qui se passe à l'intérieur des prisons est... Enfin, je veux dire, je te laisse imaginer, tu mets plein de gens
comme ça là, violents comme ça, qui s'énervent et qui portent atteinte à l'intégrité d'autrui, tu les mets tous ensemble comme ça, dans ces conditions-là, et puis tu t'attends à ce que ça aille mieux. Bien sûr. C'est quand même super paradoxal parce que la prison, c'est l'endroit, enfin c'est l'espace social où se produit le plus de crimes, le plus de délits et d'infractions qui du coup en plus de ça vont pas être traités parce qu'en fait tu comprends, les prisonniers ont qu'à s'entretuer entre eux, on s'en fout, de toute façon c'est la lie de l'humanité, on n'a pas besoin d'eux, donc voilà, ils ont qu'à s'en mettre plein la gueule, et c'est quand même paradoxal quand tu sais à quoi sert la prison. Concrètement, ce qui s'y passe en fait entre ces murs, c'est littéralement l'école du crime en fait. Et là tu vas me dire oui mais là à la base on parlait de l'affaire de Naël, maintenant t'es en train de nous parler de la population carcérale, etc. Pourquoi? Bah parce qu'en fait il y a des gens qui justifient le meurtre de ce gosse en disant qu'en fait il représentait un danger pour la population. Pourquoi? Parce qu'il était au volant d'une voiture alors qu'il était mineur et qu'il avait pas de permis. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est dangereux! Je risque d'être super désagréable tout au long de la vidéo, c'est juste qu'en fait je suis désolée mais ça me dégoûte. Franchement je suis écœurée de voir qu'il y a des personnes qui sont capables de justifier la mort de ce gosse en disant qu'il représentait un danger. Non mais franchement, mais vous avez quoi dans la tête honnêtement? Non mais franchement, on marche sur la tête. Combien de personnes n'ont pas appris à conduire avec leur daron, avec leur oncle et tout, en mode on sait qu'on n'a pas le droit mais on se fout sur un parking, on fait je sais pas quoi. Eh tranquille, le mec il est au volant d'une voiture à 8h du matin. C'était pas un chauffard sous coke et alcool Pierre Palmade, bonjour d'ailleurs, lui il est pas en prison, il est tranquille dans les boîtes de nuit en train de se dandiner, mais enfin, je veux dire, qui n'a pas appris à conduire dans des conditions qui n'étaient pas tout à fait légales, en fait? Tout le monde ici, là, absolument tout le monde, même sans le savoir, a déjà commis des délits, peu importe, ça peut être ne pas avoir ramassé un caca de chien, avoir pissé dans la rue, avoir bu 3 bières et quand même avoir pris le volant pour rentrer, et Dieu sait que moi, je déteste ça. Je déteste les gens qui prennent le volant avec des trucs dans le sang, qui sont pas tout à fait au clair, etc. Moi, vraiment, c'est un truc sur lequel je suis super intransigeante de base. Mais putain, un gamin de 17 ans... à 8h du mat dans une voiture. Mais en dehors du fait qu'on peut sincèrement remettre en question le fait qu'il représentait un danger pour qui que ce soit, quand bien même, imaginons, il était alcoolisé et il était en train de rouler comme un chauffard et que vraiment il avait fait n'importe quoi, quand bien même comme ça, la police n'a pas le droit de le tuer. La peine de mort a été abolie en 1981 en France. Est-ce qu'il faut le rappeler? Non, la police ne fait pas que son travail. La police utilise et abuse de son pouvoir, utilise de sa capacité à utiliser la violence légitime. Elle a le monopole de la violence légitime. C'est la seule institution au monde qui a le droit d'exercer de la violence sans être punie. Et c'est même dans son ADN même, en fait. Ah! Et les gens qui pensent premier degré que la police n'a fait que son travail de protéger la population d'un danger imminent, etc. Non mais vous vous rendez compte que le vrai danger ici, c'est le flic qui tire à bout portant sur un mec de 17 ans qui est pas armé à l'arrêt? Non mais mec! Mais on en est là en fait à expliquer ça, mais vraiment je vais m'arracher les cheveux, je te jure. T'as vraiment plus peur du gosse qui a pris la voiture de ses parents dans leur dos en mode je vais conduire sans mon permis et tout, t'as vraiment plus peur de lui que du flic qui est capable de faire ce qu'il a fait? Non mais et que t'es censé être protégé par cette personne? Honnêtement, franchement, ça me sidère. Quand bien même ils étaient face à un dangereux criminel, récidiviste, meurtrier, violeur, etc. Même comme ça, la police n'a pas le droit de le tuer parce que la peine de mort est interdite, abolie. Non, la peine de mort, non. Et là, il y a des gens qui vont dire, ouais, et la légitime défense et tout. Naël, il a mis en danger le policier parce qu'il allait lui foncer avec sa voiture dessus. Les vidéos le prouvent. Il n'y avait pas de danger de mort. Et quand bien même le mec aurait accéléré comme un connard, il serait passé de 0 à 100 là, comme ça, en 3 secondes, même comme ça, il aurait pas shooté le policier. C'était pas... C'est juste... Tous les angles montrent qu'en fait, même s'il avait démarré comme un ouf, il se serait rien passé. À la limite, le policier il serait tombé, c'est tout. C'est même pas comme si le flic il était planté devant la voiture et qu'il risquait un choc frontal ou quoi. Même pas, les vidéos le montrent en fait. C'est pas possible. Mais comment c'est possible de continuer de croire qu'il y avait ici question de légitime défense, de rien du tout en fait. Donc je le répète et j'insiste, même face à des personnes coupables, même face à des personnes dangereuses, concrètement, de manière effective, la police n'est pas censée tuer. Elle est censée être formée pour neutraliser les situations et pas se mettre à mitrailler des gens comme ça parce que coup de sang, parce que perte de sang-froid. Et franchement, j'en reviens pas de voir qu'il y a autant de personnes qui sont capables, dans le plus grand des calmes, de penser sincèrement que c'était mérité.
Non mais vraiment, mais c'est dingue. Oui, forcément, au bout d'un moment, t'en perds ton français parce que c'est juste hallucinant, c'est juste impressionnant cette capacité à sélectionner les informations qu'on va croire et celles qu'on ne va pas croire. Pourquoi tu dis à une victime de viol, ouais, il faut des preuves matérielles, oui, mais en fait, ce que tu dis, on peut pas l'avancer et tout. Et à côté, on a la vidéo d'un meurtre qui a été diffusée sur le moment. Et quand t'as la preuve sous les yeux, t'es capable de dire oui, mais en fait non, c'est pas un meurtre parce que... Mais putain! Donc on va reprendre où on en était. Non, la police n'a pas fait que son travail. Non, ce jeune homme ne représentait ni un danger pour la société, ni pour le flic qui l'a tué. Et troisièmement, non, il n'avait pas juste qu'à s'arrêter s'il voulait éviter d'avoir des problèmes. Franchement, les gens qui disent ça, ça se voit que vous vous êtes jamais retrouvés, et moi non plus d'ailleurs, avec un flingue sur le front d'un flic qui nous dit littéralement « je vais te mettre une balle dans la tête » pour pouvoir sortir des énormités pareilles. N'importe qui dans cette situation soit se retrouve dans un état de tétanie totale, de sidération, parce que franchement, j'imagine que c'est une situation dans laquelle, bah, à juste titre, t'as peur pour ta vie, et si t'es pas dans un état de sidération et de tétanie, tu te barres, tu cours, tu traces, tu démarres, je sais pas, mais c'est l'instinct de survie de base. Qui ne ferait pas ça en fait? Comment on peut... Mais dans quel monde c'est possible d'imaginer que dans une telle situation, on puisse garder notre calme et dire oui, je vais absolument exécuter tout ce qu'on me dit de faire dans les règles de l'art et je ne vais rien risquer. Sachant qu'en fait, même en faisant ça, les jeunes hommes racisés visés par ce genre de violence, même en faisant ça, ils se retrouvent quand même à être violentés. Au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter de dire que juste si tu fais ce qu'on te dit, il t'arrive rien. C'est faux! C'est faux! Et ça a déjà été dénoncé notamment par beaucoup de collectifs qui s'occupent de ce qui se passe dans les banlieues, dans les quartiers populaires, qui arrêtent pas de répéter en long, en large et en travers que putain, il y a des gamins qui apprennent dès l'âge de 13 ans que s'ils sont noirs ou s'ils sont arabes, il faut surtout pas qu'ils se mettent à courir dans la rue sans raison, juste parce qu'on pourrait les soupçonner d'avoir volé ou d'avoir fait quelque chose de mal en fait. Donc en fait, on apprend déjà à ces personnes que même quand elles font rien, il faut qu'elles aient peur. Non mais franchement, à quelle heure du jour ou de la nuit, tu te dis premier degré, en toute bonne foi, vraiment de manière honnête, que ah oui, moi dans cette situation j'aurais agi différemment. Non mais ça va pas. Mais en fait, l'instinct de survie, c'est quoi? C'est une notion lointaine pour la majorité des gens? Jusqu'à maintenant, ce genre d'argument là, ça peut sortir de la bouche de gens qui, allez, au pire du pire, sont vraiment juste très ignorants et très déconnectés de la réalité et qui font un petit peu exprès de pas comprendre, tu vois. Mais là on va passer à un autre niveau, c'est les gens qui carrément ont commencé à lui inventer un casier judiciaire, un passé de délinquant ou je ne sais quoi, parce que là on part encore dans une autre dimension, là c'est du racisme, tu sais, genre revendiqué, conscient, explicite. C'est même pas un truc de je me rends pas compte que je dis de la merde ou quoi. Non, là c'est vraiment des gens qui activement cherchent à nuire à ce garçon et à tout ce qu'il représente en fait. Et c'est l'argument favori de la police quand il y a des bavures policières, c'est que l'individu était connu des services de police, il avait un casier judiciaire, refus d'obtempérer, atteinte à l'ordre public, patati patata. Non mais au bout d'un moment faut arrêter avec cette zumba, c'est faux, il avait pas de casier judiciaire et le truc c'est qu'en fait ce mensonge médiatique il a été vu de tous et toutes, même en dehors du territoire français, et que même comme ça, il y a des gens qui continuent de donner du crédit à la police en fait. Mais non mais on vit où en fait? Genre là vraiment, on a la preuve que ces personnes peuvent mentir ouvertement à la télévision dans le plus grand des calmes sur les chaînes nationales en inventant une vie à des gens qu'ils ont tués, et de voir qu'en fait c'est des mensonges, et quand même se dire oui mais... de leur trouver des excuses. Mais non, il n'y a pas d'excuses là. Vraiment là c'est vraiment pris en flagrant délit de meurtre. Et on le répétera jamais assez, même s'il avait un casier, même s'il avait un passé de délinquant, peu importe, rien ne justifie ce qui s'est passé. Ça ne marche pas dans aucune réalité logique, concrète, non, ça ne peut pas marcher en fait. Ça ne marche que dans le monde des fascistes, ça ne marche que dans le monde des racistes, ça ne marche que dans le monde des riches déconnectés de la vraie vie en fait. Mais sinon non, c'est pas possible en fait. Là ce matin j'ai vu passer sur Twitter un mec qui a publié une photo de Naël avec un de ses amis sur lesquels il faisait un doigt d'honneur. Et en gros, le mec qui a reposté ça, il a tweeté en mettant une légende qui disait qu'on ne me fasse pas croire que ce Naël était une bonne personne ou je sais pas quoi, un truc comme ça. En mode, parce qu'il fait des doigts d'honneur sur une photo avec un pote à lui, ça justifie quoi que ce soit en fait. Franchement, ça se passe de commentaires. Ça en dit plus sur le mec qui a partagé ça que sur Naël en fait, et sur n'importe qui fait des doigts d'honneur dans des photos. Enfin, on en arrive à ça quoi. Franchement, si c'est pas l'exemple même d'à quel point l'être humain peut être mauvais, c'est-à-dire essayer de justifier le meurtre d'un adolescent parce qu'il a fait un doigt d'honneur sur une photo. Non mais c'est dégueulasse, franchement c'est à vomir, franchement berk. Et là on touche à un paradoxe qui est immense, mais vraiment il est plus évident que le nez au milieu de la figure.
c'est que les mêmes personnes qui vont justifier le meurtre de ce gamin en disant qu'il aurait dû garder son calme, qu'il aurait dû faire ce qu'on lui demandait, ne pas fuir, je ne sais quoi, en gros, qu'il aurait dû garder son sang-froid et être tranquille, etc. C'est les mêmes personnes qui vont justifier la perte de sang-froid d'un policier qui tue. C'est-à-dire que ces mêmes gens vont dire oui, mais c'est un métier difficile, ils sont sous pression, et puis ils font face à des choses horribles tous les jours, c'est normal qu'ils craquent, c'est normal qu'ils pètent un câble, c'est un métier dangereux, etc. Nanana. Mais pardon, c'est pas littéralement le but de leur travail de savoir manier des armes, de savoir neutraliser des situations stressantes, de savoir désamorcer en fait des situations de crise. En fait, c'est ça qu'ils sont censés faire en fait. C'est ton métier de manier des armes, c'est ton métier en fait de gérer des situations avec des gens violents, des gens dangereux. C'est pour ça en fait que tu choisis ce métier à la base. Et normalement, t'es formé pour savoir utiliser ces armes et t'es formé justement pour pouvoir garder ton sang-froid dans ces situations-là. C'est le but en fait, c'est le principe. Donc venir dire le pauvre policier, il a perdu son sang-froid, c'est normal qu'il ait craqué, et à côté de pas comprendre que le gamin il a eu envie de fuir. Non mais franchement, au bout d'un moment, c'est une blague collective. Bref, je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de cette putain de cagnotte de l'enfer. Mais quelle honte cette cagnotte, mon dieu. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, en gros, il y a une cagnotte qui a été faite pour aider la famille de Nahel, notamment sa maman, il me semble, et qui a récolté 250 000 €, je crois. Et en réponse à la création de cette cagnotte, il y a un super monsieur, mais vraiment, si vous passez par là, mais vraiment, vous pouvez ravaler votre vomi aussi longtemps que la vie peut vous le permettre. Mais monsieur Jean Messia, qui est l'ex-porte-parole d'Éric Zemmour, un mec d'extrême droite notoire qui s'exprime un peu comme ça, là, sur la place publique, en étalant son caca médiatique devant tout le monde, il a créé une cagnotte pour aider la famille du policier. Et cette super cagnotte créée par ce super personnage, elle a récolté en 4 jours plus d'1 million d'euros. Et au moment où je parle, je crois qu'elle a même dépassé 1 500 000 €. En France, en 2023, tu peux tuer un jeune homme maghrébin et devenir millionnaire dans les jours qui suivent. Même si la cagnotte, elle va être taxée et probablement la famille va recevoir moins que 1 million d'euros, peu importe. Symboliquement, c'est tellement fort. Et c'est même pas juste symboliquement, matériellement, c'est tellement fort ce qui est en train de se passer. Ça se passe sous les yeux de tous et toutes. Non mais si vraiment avec ça, il y a encore des gens qui doutaient de l'existence des injustices sociales, de à quel point l'institution policière, la justice, etc. sont pourries jusqu'à la moelle et injustes alors qu'elles sont censées faire exactement l'inverse, franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus. Honnêtement, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Franchement, il n'y a pas de meilleur exemple que ça pour montrer la justice à deux vitesses. D'un côté, t'as un policier qui, devant les yeux d'un pays entier, et même au-delà, a tué un jeune homme en toute tranquillité et se retrouve soutenu par des milliers, voire peut-être des millions de personnes, économiquement, moralement, enfin, il a du soutien. Et à côté, t'as des gosses qui prennent des 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt parce que lors des révoltes, et ça on va en parler aussi, lors des révoltes, des émeutes, etc., ils se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Il y a des gens qui ont été condamnés alors qu'ils avaient rien volé dans les magasins qui ont été vandalisés, juste parce qu'ils étaient là. Et eux, on arrive à les mettre en cellule, là, comme ça, du jour au lendemain, de manière expéditive, et de faire des procès là, à la chaîne, enfin des procès, des jugements comme ça à la chaîne, et de les foutre en prison. Là, on trouve de la place, là, on trouve des ressources, là, on en trouve du monde pour mettre ces gens en prison. Mais quand il s'agit là d'aller toucher les vraies personnes qui sont des vrais dangers pour la société à large impact, alors là, il n'y a plus personne. Toutes ces élites-là qui profitent de leur prestige, de leur pouvoir, de leur argent pour faire des réseaux de pédocriminalité pendant des années avec des centaines de victimes, les autres là qui font des détournements de fonds, ceux qui sont là à exploiter la nature, la terre, les personnes, à les réduire à l'état de vulgaires outils d'exploitation, etc. Ça, c'est pas des criminels peut-être, eux ils méritent pas d'aller en prison peut-être, mais non, tu comprends, parce qu'en fait c'est là, ça se passe sous nos yeux, mais on savait pas, on n'était pas là, c'est pas nous qui nous occupons de ça, etc. Non mais franchement, ça donne envie de tout casser en fait. Donc bien sûr que c'est normal qu'il y ait des gens qui sortent dans la rue et qui se mettent à tout péter. En fait, au bout d'un moment, ils ont plus d'autres options, les gens. Franchement, après, faut pas faire les hypocrites et s'étonner que pourquoi les gens ils s'énervent et pourquoi ils vont casser des magasins et des mairies, etc. Machin truc. Bah oui, en fait, parce qu'au bout d'un moment, quand il y a plus rien, c'est qu'il y a que ça qui te reste en fait, la violence révolutionnaire. Et c'est une violence légitime, c'est une violence en réponse de la violence systémique d'un État. En fait. Et à ce sujet, j'ai fait une vidéo il y a quelques années qui s'appelle
s'appelle Comment la non-violence protège l'État. C'est une revue du livre du même nom, je te la mettrai dans la description, qui explique aussi justement l'utilisation de la violence dans une optique révolutionnaire, etc. Mais du coup, bien sûr que ça se comprend et c'est légitime que des gens se disent mais en fait, vous en avez rien à foutre de nos vies, bah nous on en a rien à foutre en fait de vos bâtiments, on en a rien à foutre de vos institutions, on en a rien à foutre de vos magasins, de vos entreprises, etc. Et je sais que aussi, même dans ces histoires d'émeutes, il y a des dérives et des gens qui abusent, etc. machin, mais à nouveau, revenons aux bases, revenons au centre de la question. Les gens là, ils sont fâchés, ils sont en colère à juste titre. Et les gens sont pas en train de tout péter juste à cause de la mort de Naël en fait. Au bout d'un moment, c'est juste la tension qui s'accumule depuis des années en France et qui d'un point de vue extérieur fait tellement flipper, parce que je vous jure que vu de l'extérieur, je suis pas la seule à penser ça, mais on a l'impression que la France, elle part en guerre civile là demain. Et ça fait plusieurs années que cette tension, elle est palpable, elle est dans l'air là, on la sent, et à chaque nouvelle dinguerie, on est là genre ça y est, c'est bon, ça va arriver aujourd'hui. Et en fait, il y a toujours un nouveau truc qui se passe, il y a toujours une nouvelle dinguerie qui se passe. Et à chaque fois, les gens se révoltent, il y a des tensions, il y a de la violence, il y a de la répression encore plus, mais on n'en est toujours pas arrivé au point qu'on est tous là en train de voir arriver en fait. Je sais pas comment m'exprimer autrement, mais vraiment genre d'autres gens qui habitent dans d'autres pays, dites-moi comment vous voyez la situation en France. Mais c'est vrai que quand on en parle, nous ici, on est là en mode mais c'est à ça là, c'est à ça de l'implosion en fait. Ça fait vraiment peur. Genre vraiment, ce pays est en train de devenir une putain de dictature si on peut pas déjà considérer que c'en est une en fait. Alors oui, j'imagine que là ça peut choquer des gens qu'on emploie ce genre de termes et tout, parce que c'est des grands mots, parce que ça renvoie justement à des réalités historiques qui font peur. Mais en fait, justement, prenons en considération ce qui s'est passé dans le passé, comment ce qui s'est passé dans le passé a pu avoir lieu, pour surtout pas faire en sorte que ça se reproduise, parce que là c'est vraiment sur la bonne voie. Franchement, il y a tous les ingrédients pour que l'extrême droite soit au pouvoir en fait. Bref, avant de terminer cette vidéo, je tenais à préciser que évidemment elle n'est pas monétisée, mais tu trouveras dans la description 2 liens vers des cagnottes. La première c'est la cagnotte pour soutenir la famille de Naël, et la deuxième c'est une cagnotte qui vise à assurer une défense digne de ce nom aux personnes qui actuellement sont en train de vivre la répression policière et juridique suite aux émeutes, et encore en cours d'ailleurs. Donc voilà, tu trouveras ça dans la description. Je sais pas si t'es au courant, mais sache que dans ce contexte-là, la police a tué une deuxième fois un jeune homme de 27 ans, cette fois à Marseille, à cause d'un tir de LBD en pleine poitrine pendant les affrontements lors des émeutes. Et ce jeune homme est mort en fait. Et là on parle des morts, mais il y a aussi des personnes blessées, parce que c'est ce que fait la police. La police mutile, la police blesse, la police tyrannise, la police tabasse et la police tue. Voilà. Je tenais vraiment à finir cette vidéo en adressant vraiment tout mon soutien le plus profond, le plus sincère possible aux personnes qui actuellement sont en train de résister et continuent de se battre. Franchement, vous avez tout mon respect, vous êtes des héros, vous êtes des héroïnes, continuez de vous battre. Force à vous, courage pour ce qui se passe, parce que franchement, j'ose pas imaginer une seule seconde comment ça doit être horrible à vivre. Si je peux faire plus que ce que je fais là maintenant, je le ferai. Dites-moi comment. Là, mis à part inciter les gens à donner dans des cagnottes et à s'indigner et à essayer de faire prendre conscience des choses, je vois pas à mon échelle comment je peux plus participer que ça. Mais sachez vraiment que je suis de tout cœur avec vous, que je pense à vous de ouf. Moi, j'ai beaucoup de personnes en France en qui je tiens, qui vivent aussi directement ou indirectement ces violences-là, et ça me brise le cœur en fait de voir qu'on est là, on est en 2023, avec toutes les avancées qu'on a faites. Il y a encore des personnes qui sont capables de justifier le meurtre d'un gamin qui était même pas armé, qui était même pas dangereux. Franchement, les gens qui font ça là vraiment j'ai une tolérance zéro, il y a rien ni personne à aucun moment là qui va pouvoir me faire avaler que cette situation, quelque part, elle a été légitime à un moment donné. C'est de la violence pure et dure, c'est du racisme d'État, c'est du meurtre en fait institutionnel, voilà, ni plus ni moins. Et d'ailleurs, toutes mes condoléances à la famille de Naël et ses proches si une personne d'entre elles passe par ici. Vraiment, je suis profondément désolée que vous ayez à traverser ça en ce moment. Dieu sait que perdre quelqu'un de proche, c'est déjà assez dur, mais en plus perdre quelqu'un par assassinat, c'est encore pire. J'en sais quelque chose. Et en plus de ça, perdre quelqu'un par assassinat dans ces conditions-là, franchement, j'ai pas les mots. Je suis vraiment trop désolée pour vous, et si voilà, on peut faire quoi que ce soit ici, dans la carologie sur cette chaîne, écrivez-moi, dites-moi dans les commentaires, enfin voilà, s'il y a moyen de faire plus et mieux, je prends, et je réfléchirai à la façon dont ça pourrait être fait, mais voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, et indignez-vous en fait.